Bonjour à tous, bonjour Mathilde Panot, merci d'avoir accepté notre invitation. Députée du Val-de-Marne bien sûr et présidente du groupe La France Insoumise de l'Assemblée nationale. On va évidemment parler notamment de la séquence budgétaire avec l'actualité du jour qui est la commission mixte paritaire sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale. On parlera aussi évidemment de votre journée d'initiative parlementaire avec la proposition de loi sur les retraites. Juste un mot avant de laisser la parole à Chantal Didier pour une première question, pour vous rappeler que notre rencontre est retransmise sur le portail vidéo de l'Assemblée nationale et qu'un live tweet est assuré sur le compte de l'AJP. Et donc tout de suite, je laisse la parole à Chantal pour aborder la question du budget. Oui, bonjour Madame la Présidente. Le Premier ministre hier a fait une intervention pour mettre en garde contre les turbulences, la tempête, en fait la crise financière si le budget n'était pas adopté. Êtes-vous sensible à cette mise en garde? Qu'en pensez-vous? Donc déjà, merci. C'est bon pour le... Pardon, excusez-moi. Donc bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. Effectivement, donc on a eu un Premier ministre hier en sursis qui est allé à la télé nous parler de 2025 et encore même d'après pour expliquer qu'il allait rester extrêmement longtemps et expliquer que s'il n'était plus là après lui, ce serait le déluge. Je veux redire que nous n'avons pas en France de situation possible comme aux États-Unis de shutdown où du jour au lendemain vous n'auriez les fonctionnaires qui ne seraient plus payés, les musées qui fermeraient, les services publics qui s'arrêteraient et que lorsque la motion de censure, puisque c'est quasiment assuré maintenant, lorsque la motion de censure censurera le gouvernement de M. Barnier et probablement le budget avec, il y a la possibilité non seulement avec une loi spéciale de garantir la continuité de l'État, mais il y a surtout dans le cadre, nous l'espérons, d'un gouvernement du nouveau Front populaire, la possibilité d'avoir de nouvelles discussions budgétaires début 2025 et donc d'avoir un nouveau budget qui pourrait s'appliquer. Et je crois que ce que nous avons fait dans les débats budgétaires, que ce soit le budget de la sécurité sociale ou le budget de l'État, c'est de montrer que justement il était possible à tout moment de prendre d'autres chemins démocratiques et de faire en sorte que ce ne soit pas le peuple qui paie les cadeaux qui ont été faits aux plus riches et aux multinationales. Vous avez effectivement réussi à faire voter certains amendements, mais vous n'avez pas réussi à faire voter le budget. Donc comment vous allez faire cette fois? Alors nous n'avons pas réussi, mais si je retourne, avant de répondre à cette question, si je retourne de l'autre côté, eux non plus ne réussiront pas à voter un budget. Donc ce que nous avons dit, c'est que nous avons réussi par des majorités de vote à faire passer un certain nombre d'amendements, y compris qui mettent des recettes nouvelles dans les caisses de l'État, qui font contribuer ceux qui, pendant des années et 7 ans de macronisme notamment, ont permis de faire en sorte que à la fois les 500 plus grandes fortunes de France aient multiplié leur patrimoine par 2 depuis 2017, mais aussi que les dividendes des actionnaires aient été eux aussi multipliés par 2 depuis 2017. Donc de faire contribuer ceux qui se sont le plus enrichis, tandis que des millions de gens se retrouvent dans la politique du monde de malheur d'Emmanuel Macron. Donc nous avons réussi à arracher des majorités dessus. Ensuite, effectivement, nous n'avons pas réussi à faire voter la première partie du budget, mais eux non plus n'y arrivent pas. Et donc nous construirons pas à pas des majorités comme nous le pouvons. Et comme nous avons réussi sur des amendements, je suis sûr que nous pouvons réussir à faire en sorte de faire un budget qui pourrait lui passer. Est-ce qu'il risque aussi de faire l'objet d'une motion de censure? Et dans ce cas, votre survie dépendra aussi du Rassemblement national? Alors non, la survie pourrait dépendre effectivement du socle commun pour un gouvernement du nouveau Front populaire. Et le socle commun pourrait tout à fait faire un choix inverse de celui qu'il fait actuellement, c'est-à-dire que plutôt que de gouverner de fait avec l'appui du Rassemblement national, qui permet aujourd'hui au gouvernement Barnier d'être là, puisqu'ils ont refusé de voter la censure, il pourrait tout à fait décider qu'il ne censurerait pas un gouvernement du nouveau Front populaire. Donc ce sont juste deux choix différents qui sont faits, et de respecter en quelque sorte ce qui se passe dans toutes les démocraties du monde, c'est que la coalition qui s'est présentée ensemble, je veux quand même insister sur ce point, une coalition qui s'est présentée ensemble, qui a un programme commun et qui n'a pas rafistolé un programme ensuite après, qui a le plus de députés à l'Assemblée, puisse derrière avoir la possibilité de gouverner. Frédéric.
Oui, Frédéric Aziza, Radio J. Je veux parler d'un autre sujet que du budget, je veux parler de Boualem Sansal. Il a donc été placé en détention pour atteinte à l'intégrité du territoire national. Il risque la peine de mort, en tout cas la prison à vie, voire la peine de mort. Est-ce que vous considérez que son parcours, ses écrits, ses déclarations, ses livres justifient cette accusation et le traitement qu'il subit? Vu les bonnes relations que vous entretenez à LFI avec le pouvoir algérien, est-ce que votre parti va intervenir auprès des dirigeants de ce pays pour obtenir la libération de Boualem Sansal? Et puis, est-ce qu'ainsi l'Algérie se comporte, je cite votre ami l'eurodéputé Rima Hassan, comme la Mecque des libertés, ou plutôt comme un régime fasciste, comme vous le dites, d'Israël? Alors, comme d'habitude, merci Monsieur Aziza pour cette question très fine. Alors, comme je l'ai dit hier matin, non, il n'y a pas de problème, je fais ma réponse. Vous avez fait votre question, je ne vous ai pas interrompu, je fais ma réponse. Comme je l'ai redit encore hier matin dans une matinale chez vos confrères, nous demandons sa libération et rien ne justifie jamais d'être en prison pour des délits d'opinion. C'est la première chose. La deuxième chose, vous devez être très très mal au courant, Monsieur Aziza, puisqu'il se trouve que j'avais été soutenir le Irak et que pour cela j'ai dû partir du pays. Donc vous devez être assez mal au courant des relations que nous entretenons. Dernière chose, oui, Rima Hassan a raison de dire que pendant très longtemps, l'Algérie a été la Mecque des révolutionnaires et que dans l'histoire, de grands noms des révolutionnaires de ce monde qui croyaient en un monde plus juste sont passés en Algérie. Et donc, c'est cela qu'elle évoquait. C'est cela qu'elle évoquait. Gilles. Allô, oui. Gilles Leclerc. Je reviens à la question précédente sur la censure. Vous avez affirmé d'une façon assez certaine qu'elle aurait forcément lieu là dans les jours qui viennent. Qu'est-ce qui vous permet d'affirmer ça? Est-ce que vous êtes certain de tous les votes de vos amis socialistes? Et est-ce que vous en savez plus sur tout simplement l'état d'esprit des députés du Rassemblement national et en particulier de Marine Le Pen? Alors, il y a plusieurs choses dans votre question. Je vais commencer par la partie qui concerne le nouveau Front populaire et notamment les socialistes sur lequel vous posez la question. Il se trouve que hier, encore en conférence de presse, les porte-paroles du groupe parlementaire socialiste redisaient qu'en cas de 49.3 sur n'importe quel des textes budgétaires, il y aurait une motion et donc une censure qui serait demandée de ce gouvernement. Et cette motion, nous la déposerons, nous, ensemble, avec l'ensemble du nouveau Front populaire. Donc ça, c'est une assurance. Et d'ailleurs, je rappelle que dans la première censure que nous avions faite au gouvernement Barnier, qui n'a aucune légitimité populaire et démocratique, nous reprochions à ce gouvernement de n'avoir aucune base démocratique et justement de ne pas avoir respecté le résultat des urnes. Et que là, on arrive encore dans quelque chose de supplémentaire, puisque c'est un budget qui est le plus austéritaire, le plus violent socialement et écologiquement jamais vu de la Ve République, et que ceux qui votent le budget sont de fait dans la majorité. Et donc, lorsqu'il y aura une motion de censure, puisque s'il y a 49.3, ce sera le seul vote qui permettra de dire si oui ou non, eh bien, les députés, individuellement, chacun avec ce qu'ils portent, sont d'accord avec le fait, par exemple, qu'on fasse une taxe sur l'électricité qui va faire encore exploser les factures, alors que je rappelle qu'elles ont augmenté de 41% depuis 3 ans dans ce pays, avec notamment des centaines de milliers, des millions de très petites et moyennes entreprises qui se retrouvent dans des situations très difficiles, seront d'accord avec le fait qu'on enlève 4000 enseignants dans son budget, seront d'accord avec le fait que la moitié des pensions de retraite des retraités de ce pays puissent baisser, bref, seront d'accord avec le fait que, encore une fois, ce soit le peuple dans son immense majorité qui paie pour les cadeaux faits aux plus riches et aux multinationales depuis maintenant des années. Donc, côté Nouveau Front populaire, je n'ai aucune inquiétude. Côté Rassemblement national, eh bien, nous verrons. Vous aurez remarqué qu'ils ont fait énormément de votes communs dans la partie budgétaire que nous avons examinée, puisque lorsqu'on regarde à la fois Ensemble pour la République et le Rassemblement national, c'est 55% de votes communs. Avec le NFP, c'est 8%. Je le dis juste pour remettre les choses à plat sur ce qui a été fait et voté dans ce budget. Ensuite...
ils prendront leurs responsabilités. Je ne suis pas porte-parole du RN, fort heureusement, et je combats farouchement l'extrême droite dans ce pays. Et donc, on verra ce qu'ils font. Mais en tout cas, je ne sais pas si c'est tenable très longtemps, d'autant plus que vous savez que Marine Le Pen étant dans son procès, il y a peut-être une volonté pour elle de censurer ce gouvernement Barnier. On a bien compris au cours des débats budgétaires ici qu'il ne serait pas possible de mettre d'accord sur le projet de loi de finances le socle gouvernemental, qui n'est pas toujours d'accord en son sein d'ailleurs, et les oppositions. La censure, elle n'est pas certaine, mais elle est assez vraisemblable à ce stade-là. Sans parler du chaos, puisque effectivement il y a des procédures qui permettent d'avoir un budget au moins provisoire. Est-ce que tout le monde a bien mesuré néanmoins les conséquences potentielles qu'aurait une censure du gouvernement sur le budget dans un contexte d'inquiétude économique, avec des plans sociaux, un contexte économique dégradé? Est-ce que malgré tout ça ne risquerait pas d'aggraver cette situation? Alors, la première chose, c'est que le chaos, c'est aujourd'hui. Et d'ailleurs, j'étais intéressée de voir le rapporteur général du budget dire de lui-même que le responsable du chaos politique, c'était Emmanuel Macron et qu'il devait, de ce fait, prendre ses responsabilités. Nous avons une situation aujourd'hui qui est effectivement extrêmement grave, avec des élections qui ont été, je le rappelle, une demande du Rassemblement national auquel a accédé Emmanuel Macron par la dissolution, qui devait faire une clarification politique, lorsque je reprends les mots du président de la République. Et la clarification politique s'est faite, alors certes avec une majorité relative, mais contrairement à ce que disaient 27 sondages à l'époque, qui tenaient tous l'extrême droite en tête, eh bien l'extrême droite est arrivée 3e et c'est le nouveau Front populaire qui arrive en tête avec le programme qu'il porte. Donc le problème, c'est qu'à la fin de la fin, vous avez un pouvoir qui piétine le résultat du suffrage universel, qui en quelque sorte explique qu'on est à la fin du projet démocratique et que les élections ne comptent plus. Et lorsque le gouvernement n'a pas la base à l'Assemblée nationale, mais aussi dans le pays pour pouvoir tenir, à la fin, ce serions nous qui serions comptables de cela, alors que, je le rappelle, nous avions dit dès le départ que si vous aviez un gouvernement qui volait le résultat des urnes, nous arrivions dans une situation d'impasse, et c'est cette impasse politique dans laquelle nous a mis Emmanuel Macron. Donc oui, il y a une situation qui est très difficile, oui, il y a les 200 plans sociaux dont vous parlez selon la CGT, vous avez l'OFCE qui parle de 143 000 emplois qui seraient détruits en 2025, vous avez même des chiffres donnés par des cabinets qui parlent, eux, de 300 000 emplois qui seraient détruits en 2025 avec les drames humains que ça engendre. Et vous avez un gouvernement en face qui a pour seule réponse de dire « nous allons faire en sorte d'aider les gens pour qu'ils aient de la formation derrière, pour qu'ils aient ensuite des garanties pour la suite », mais qui ne va pas à la racine du problème. Et la racine du problème, c'est qu'aujourd'hui, la situation économique dans laquelle nous sommes est le résultat de la politique qui a été menée par Emmanuel Macron et son gouvernement, et notamment l'échec de la politique de l'offre, de la politique de tout cadeau, avec cette idée que vous auriez un ruissellement qui se passerait dans la société qui ne s'est absolument pas passé. Et c'est un échec à la fois budgétaire, c'est ce que nous sommes en train de voir, mais c'est aussi un échec industriel. Et je veux redire qu'il n'y a aucune fatalité dans ce que nous vivons et que la base de la démocratie, c'est de redire qu'à chaque moment, nous pouvons prendre un chemin différent. Nicolas. Oui, bonjour. Vous avez été élu, ainsi que les députés du nouveau Front populaire, sur une ligne d'opposition radicale au Rassemblement national. Alors, au premier vote d'importance, voilà que vous mêlez vos voix avec celle du Rassemblement national. Concédez, nous, que ce soit un peu étonnant. Quel vote d'importance? J'ai pas compris. Pardon? Quel vote d'importance? Excusez-moi, j'ai pas compris. Eh bien, pour le vote de la motion de censure. Alors, vous remarquerez, je vais vous redire ce que j'ai dit tout à l'heure, que dans le budget, EPR, Ensemble pour la République, et le RN ont voté ensemble à 55%. Donc c'est eux qui votent ensemble, c'est eux qui poursuivent une politique qui est pour le coup basée sur les mêmes présupposés économiques si on ne prend que la partie économique. Et il se trouve que nous avons déjà déposé une motion de censure avec le nouveau Front populaire et que le Rassemblement national a refusé de la voter. Il se trouve que nous avons même engagé une procédure de destitution du président de la République pour ne pas avoir respecté son rôle de garant de la Constitution et que le Rassemblement national a voté contre en commission, puis a empêché par son vote que ce débat puisse avoir lieu dans l'hémicycle, alors que, je le rappelle, il est sain en démocratie qu'il y ait une responsabilité politique de tout le monde, y compris du président de la République. Donc ce n'est pas nous qui, aujourd'hui, gouvernons de fait avec l'appui du Rassemblement national.
C'est M. Barnier qui fait cela, c'est le socle commun qui fait cela. Et donc, je vais vous dire, nous n'avons rien à voir avec l'extrême droite, nous la combattrons jusqu'au bout. Et je vais redire une phrase que Jean-Luc Mélenchon avait dit il y a 10 ans et qui est en train de se concrétiser alors que le socle commun est en train de s'émietter plus que tout. C'est qu'à la fin, nous savons que ça se terminera entre eux et nous. Et je vais vous dire, pour la République, il y a intérêt à ce que ça soit le nouveau Front populaire qui emporte cette bataille. François. Oui, François Gervais, Horizon Politique. Boris Vallaud cherche à élargir le Front National, le Front populaire, après une éventuelle censure. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette recherche d'aller au-delà vers la droite ou le centre-droit? Alors ça, nous l'avons dit assez clairement au Parti socialiste. Nous ne sommes pas d'accord, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que nous voulons un gouvernement du nouveau Front populaire qui est sur la base programmatique, le programme du nouveau Front populaire. Et ensuite, ce que nous avons dit à chaque instant, c'est que c'est ensuite dans les discussions parlementaires, et notamment à l'Assemblée, que nous discutons texte par texte pour obtenir des majorités. Voilà la manière dont nous voyons les choses. Et je crois que la manière dont le pose aujourd'hui Boris Vallaud et d'autres est une manière de prendre à l'envers ce qui doit se passer après la censure et après la chute du gouvernement de M. Barnier. Et que, encore une fois, nous avons la possibilité d'avoir ce gouvernement-là. Je voulais vous dire une dernière chose qui vient de me filer de l'esprit, je suis désolée. Non-censure, vous disiez... Bon, ça va me revenir, excusez-moi. Pour rebondir un peu sur ce que vous disiez tout à l'heure, mais c'est pas loin de la question de François non plus, est-ce que ce qui s'enclencherait avec le vote d'une motion de censure finalement, et est-ce que c'est ce que vous souhaitez peut-être d'une certaine façon, ce serait pas une forme de logique de crise politique? Parce qu'on voit bien qu'effectivement le gouvernement de Michel Barnier risque de tomber. On ne sait pas qui serait nommé une fois que la phase démissionnaire du gouvernement expirerait. Voilà, peut-être vous réclamez un ministre, un Premier ministre issu des rangs du nouveau Front populaire, mais effectivement sans élargissement de votre base à l'Assemblée, de la même façon qu'il est compliqué aujourd'hui, voire impossible pour le gouvernement actuel d'élargir sa base. Est-ce que votre gouvernement à vous, la question a déjà été posée tout à l'heure, ne tomberait pas à son tour? Est-ce que ça veut dire qu'il faut se préparer, et est-ce que c'est un peu votre idée? Vous parliez même de la destitution tout à l'heure, et donc la question d'une éventuelle élection présidentielle anticipée, mais est-ce qu'en tout cas ça veut dire que il faut se préparer et que c'est votre idée à ce qu'en juillet prochain, à tout le moins, on ait l'annonce d'une nouvelle dissolution pour essayer de rebattre les cartes, d'avoir une base, une majorité plus stable et plus claire à l'Assemblée nationale? Est-ce que c'est une logique de crise politique qui s'enclenche à partir du moment où la censure est votée, peut-être dans quelques semaines? Alors je crois qu'on est déjà dans une crise politique. J'ai retrouvé, excusez-moi, la fin de ce que je voulais vous dire. Je termine juste cette réponse-là et ça va se lier. Sur ce que vous disiez tout à l'heure sur la question peut-être d'un élargissement à quelqu'un du socle commun, du centre, de la droite, je ne sais pas. En fait, quand vous regardez la réalité des faits, il n'y a qu'à voir sur la question des retraites, dont nous reparlerons tout à l'heure. Lorsque vous voyez, par exemple, que personne n'est d'accord avec l'abrogation de la réforme des retraites, qui est quelque chose, enfin une revendication qui a gagné majoritairement les élections, et que vous n'avez pas un seul macroniste, pas un seul, qui accepte que cette réforme des retraites, qui a été rejetée par le peuple tout entier, soit défaite, alors qu'elle n'a jamais été votée par l'Assemblée nationale, vous comprenez qu'il n'y a pas de possibilité d'accord avec le socle commun. D'autant que le barrage qui s'est fait, le barrage républicain contre l'extrême droite, où des millions de gens sont allés aux urnes pour justement sauver la République face aux dangers de l'extrême droite, eh bien ce barrage-là, il ne s'est pas fait sur un programme commun. Il s'est fait sur un barrage contre l'extrême droite. Et nous ne sommes pas d'accord pour dire que nous gouvernerions avec les macronistes de quelque façon que ce soit, puisque, comme ça a été très bien dit tout à l'heure, nous sommes, nous, des opposants à Emmanuel Macron. Et je redis l'importance que c'est dans une démocratie de faire exister plusieurs chemins démocratiques, plusieurs projets politiques. Sinon, nous ne sommes plus en démocratie. Et donc, je crois que ça n'existe pas. Et d'ailleurs, vous n'avez qu'à voir le succès de M. Houllier, qui a essayé de faire un groupe de gauche macroniste qui, pour l'instant, est
sont à 2 à être non inscrits, puisqu'il y en a une deuxième, mais en tout cas qui n'ont pas réussi à créer le groupe dont nous parlerions qui pourrait faire avancer cette idée-là. Donc nous ne croyons ni à un gouvernement avec le socle commun pour continuer une politique macroniste quelle qu'elle soit, ni à un gouvernement technique. Ensuite, la deuxième chose, la crise politique, nous y sommes déjà. Elle ne sera pas marquée par la censure. Nous sommes déjà dans une crise politique, et cette crise politique a été ouverte par Emmanuel Macron, qui refuse de respecter le résultat des urnes, et surtout qui refuse de comprendre qu'en ayant été battu 3 fois aux différentes élections, eh bien, il ne peut plus continuer à appliquer son programme et à empêcher que la souveraineté populaire puisse s'exercer. Donc nous sommes déjà dans une crise politique, mais il est évident qu'il serait possible qu'un gouvernement du nouveau Front populaire de Lucie Castet puisse se faire censurer à un moment ou à un autre, et que dans tous les cas, lorsque vous avez une crise politique dans laquelle un président de la République est en train d'enfoncer le pays, ce qui reste, c'est la question du vote. Et donc la question du vote, ça sera soit une dissolution effectivement possible en juillet, puisqu'il y a le délai d'1 an incompressible prévu par la Constitution, soit par le départ du président de la République lui-même, ou c'est ensuite par le vote que les Français et les Françaises trancheront les orientations politiques à venir du pays. On l'évoquait tout à l'heure, il y a la commission mixte paritaire sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale qui se réunit à partir du début de l'après-midi. Alors c'est plus une question, somme toute, qu'elle soit conclusive ou pas, qui doit être posée au socle gouvernemental, puisqu'on voit bien qu'il y a un débat, et néanmoins sans doute une tendance plutôt à ce qu'elle soit conclusive, même s'il faudra attendre de voir le résultat. Au-delà même de cette CMP, et vous nous direz peut-être ce que vous en attendez tout de même, puisque vous y êtes représenté, est-ce que vous considérez qu'il faudrait même voter la censure, peut-être, parce qu'en cas de CMP conclusive, on a donc vraisemblablement un premier 49.3 lundi, quand le texte de cette CMP serait présenté à l'Assemblée nationale. Est-ce que pour vous, il faut censurer le gouvernement dès le PLFSS, sans même attendre la fin de l'année sur le projet de loi de finances ? Nous avons, une doctrine assez simple sur cette question, que je vais redire ici, qui est que nous avons réaffirmé à de nombreuses reprises avec le groupe parlementaire insoumis qu'à tout 49.3, nous ferions une motion de censure, et que nous n'accepterons jamais qu'il n'y ait pas de défense du Parlement lorsqu'il y a une violence démocratique qui est faite par l'adoption par force d'un budget. En plus, lorsque l'on parle du budget de la sécurité sociale, là aussi nous avons fait la démonstration qu'il était possible d'aller chercher des milliards supplémentaires pour répondre aux besoins des Français et des Françaises, et que la proposition que fait le gouvernement aujourd'hui, c'est de désindexer les pensions de retraite, ce que nous n'acceptons pas. C'est pour le coup, faire payer de plus la question des médicaments, la question des soins qui seraient faits. Je rappelle qu'il y a 1 Français sur 10 dans ce pays qui renonce à se soigner, et parfois encore plus dans certains des endroits, et que donc le projet de loi, le projet de loi de budget de la sécurité sociale est d'une injustice absolument totale. Donc non seulement ce sera l'occasion de mettre une motion, puisqu'il y aura un 49.3 et que nous n'acceptons pas la violence démocratique qui est faite au Parlement, mais ça pourra être la possibilité de démontrer là aussi qu'il est toujours possible de faire autrement. Est-ce que vous envisagez, question subsidiaire avant de te passer la parole, que finalement ces budgets PLF, FSS, PLF finissent par être appliqués par ordonnance, avec la question des délais. La loi spéciale sur le budget, ça s'est déjà fait 2 fois dans des conditions différentes. Les ordonnances, ça ne s'est jamais fait. Est-ce que c'est quelque chose que vous prenez en compte, puisque c'est une possibilité constitutionnelle, et dans ce cas-là, quelle serait votre réaction ? Alors, Éric Coquerel, président de la Commission des Finances, a posé la question en conférence des présidents mardi à la ministre en charge des relations avec le Parlement, pour savoir si le 21 décembre à minuit, qui est la date à laquelle ils peuvent utiliser les ordonnances, le délai de 70 jours, si le gouvernement comptait utiliser ces ordonnances. Et la ministre des Relations avec le Parlement, alors dans le cadre d'une conférence des présidents, ce n'est pas publiquement, mais a dit que le gouvernement s'engageait à ne pas utiliser des ordonnances. Donc c'est une possibilité qui semble évacuée, mais nous l'avons déjà dit, dans le cas où il y aurait un passage par ordonnance qui serait effectivement quelque chose d'inédit, à ce moment-là, nous déposerions là aussi une motion de censure au titre de l'article 49.2 de la Constitution. Motion de censure spontanée. Oui, bonjour, Xavier Robert, RRB Nouvelle-Calédonie. Je reviens sur une conséquence qui n'est peut-être pas forcément perçue en métropole. Bon, si le gouvernement est renversé, si le PLF 2025 n'est pas voté,
c'est aussi un prêt de 120 milliards de francs pacifiques qui va s'envoler pour la Nouvelle-Calédonie. C'est un territoire, vous le savez tous, qui est à genoux depuis les émeutes du mois de mai et qui risque d'être en état de cessation de paiement. Alors, motion de censure plus émeute, c'est un peu la double peine pour nos compatriotes calédoniens. Quand vous voterez, vous y penserez? Alors oui, et je vous redis que nous sommes extrêmement attentifs à la situation en Nouvelle-Calédonie. D'ailleurs, nous avions été très fortement mobilisés au moment où il y avait eu la réforme constitutionnelle qui était passée à l'Assemblée nationale, où nous avions alerté d'ailleurs avec d'autres groupes sur le fait qu'il était à notre sens extrêmement dangereux de passer en force. On ne va pas refaire tout le fil des responsabilités, mais il se trouve que nous avions prévenu depuis février sur le fait qu'il risquait d'y avoir un mort. Il n'y a pas un mort, vous le savez, il y en a 13 personnes qui sont décédées, qu'il risquait d'avoir un mort en passant en force et en mettant en danger ce qui a fait la paix civile depuis 40 ans en Nouvelle-Calédonie. Et donc nous alertions de manière très forte sur le dégel du corps électoral. Malheureusement, c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui est arrivé. Et avec une situation qui est extrêmement complexe et compliquée, vous l'avez dit, douloureuse, non seulement puisqu'il y a eu 13 personnes qui sont décédées, mais en plus parce qu'il y a des départs très nombreux de Calédonie, qu'il y a des entreprises qui se trouvent dans une situation catastrophique et qu'il y a un nombre de chômeurs aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie qui laisse craindre, en tout cas c'est ce que la mission transpartisane que nous avions reçue à l'Assemblée nationale, qui laissait craindre, y compris des émeutes de la faim, avec une situation sociale qui est explosive en Calédonie. Donc je redis ce que nous disions depuis le début, c'est que lorsque le gouvernement de M. Barnier tombera, qui ne peut pas tenir parce qu'il n'a pas de socle ni à l'Assemblée ni dans le pays, et probablement le budget avec. Cela ne veut pas dire que derrière, il n'y aura pas la possibilité sur le prêt et les aides d'ailleurs qui doivent être faits, moi je suis plutôt favorable aux aides, mais qui doivent être faits à la Nouvelle-Calédonie, ne peuvent pas être faits directement avec début janvier une discussion budgétaire qui pourrait acter en urgence à la fois des nouveaux choix budgétaires, mais aussi ce qui se passerait sur la Nouvelle-Calédonie. Donc nous avons bien conscience qu'en Nouvelle-Calédonie, comme d'ailleurs sur d'autres territoires dits d'outre-mer, avec une spécificité sur la Nouvelle-Calédonie, il y a une situation qui est dramatique, qui, pour moi, est de la responsabilité d'Emmanuel Macron et de son gouvernement, mais nous n'en sommes même plus là pour savoir comment est-ce qu'à la fois il y a une situation où la paix est rétablie de manière pérenne et évidemment une aide sur la situation économique, puisque cette situation économique est dramatique et j'en suis tout à fait d'accord avec vous sur ce point. Jacques. Une question qui porte sur l'image du groupe que vous présidez. Tous les Français constatent que plusieurs députés et les filles n'y vont pas par quatre chemins dans le maniement de l'insulte. Quelques exemples concrets, je cite bien sûr « ta gueule, punaise de lit, nègre de maison, vous finirez dans la poubelle de l'histoire, etc. etc. » Venant de la part d'élus de la République, est-ce que cela vous choque ? Est-ce que cela vous choque lorsque un ministre de la Justice, garde des Sceaux, fait non pas un, non pas deux, mais 3 bras d'honneur à la représentation nationale comme ça s'est fait? C'est pas ma question. Hein, oui, mais je vais répondre, c'est ma réponse, je vais vous répondre. Vous savez, dans les débats parlementaires, on a coutume de dire ces derniers temps que l'Assemblée nationale serait devenue extrêmement violente, qu'il y aurait une image dégradée des députés, et d'autres images qui visent en fait en quelque sorte à diffuser dans la société un anti-parlementarisme avec lequel je suis en désaccord absolu. Si vous regardez l'histoire de notre Assemblée, vous verrez qu'il y a eu des moments bien plus violents, y compris physiquement, qui se sont passés, et que parfois, lorsque vous avez des débats qui sont des débats qui engagent la vie de millions de gens, vous pouvez avoir des mots qui arrivent et qui ne sont pas les plus heureux, j'en suis d'accord avec vous, mais qui contribuent à faire quelque chose qui est très important. Pourquoi est-ce que le parlementarisme et la démocratie représentative existent dans notre société ? Ils existent pour que nous n'arrivions pas à la guerre civile. Et que donc, je préfère parfois que des mots soient dits un peu fortement, mais que les différends se règlent de manière démocratique, plutôt qu'ils se règlent dans une forme de violence. Et donc, je vais vous dire, les insultes ne sont pas l'apanage de mon groupe parlementaire. Et la deuxième chose, c'est que je suis fière de présider un groupe parlementaire qui compte dans ses rangs des gens qui font retrouver aux gens le goût de la politique et l'idée que la politique les concerne aussi. Je le dis d'autant plus
que vous avez une idée qui est diffusée là aussi très fortement, qui dirait que la politique serait l'affaire d'experts, qui dirait que la politique ne serait pas l'affaire de celles et ceux qui ne comprendraient pas tout à certains des mots utilisés, à certains des débats économiques qui sont faits. Et moi, j'essaye de faire revivre avec le groupe parlementaire que je préside l'idée que la politique est l'affaire de toutes et tous, qu'elle nous concerne toutes et tous, et que chacun et chacune a son rôle à y jouer. Des mots forts et peut-être des tensions. Vous vous attendez à ce qu'il y en ait demain lors de votre journée d'initiative parlementaire. Le premier texte à l'ordre du jour, c'est la proposition de loi d'abrogation de la retraite à 64 ans qui a été adoptée en commission la semaine dernière. Qu'est-ce que vous espérez? À quoi est-ce que vous vous attendez pour cette journée d'initiative parlementaire du groupe LFI, et notamment concernant cette proposition de loi? Alors, c'est une violence démocratique supplémentaire. Je rappelais tout à l'heure que la retraite à 64 ans n'a jamais été votée par notre Assemblée, a été imposée par 49.3, avec les plus grands mouvements de mobilisation populaire qu'il y ait eu depuis 50 ans dans notre pays. Lorsque vous imposez une réforme de force comme cela a été fait en 2023, et que vous refusez à tout moment que l'Assemblée nationale puisse de nouveau en débattre, c'est une violence démocratique. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons avec notre niche parlementaire dans laquelle nous voulons défaire une réforme de la retraite qui est toujours massivement rejetée par les Français et les Françaises, parce que contrairement à ce que croit ce pouvoir, les gens continuent leur vie et on ne tourne pas la page de la vie des gens comme si c'était une page qu'on tournait où tout était oublié, et donc refusent toujours ces 2 ans de vie volés aux Français. Là, on essaye de nous empêcher de voter cette réforme des retraites, notamment puisqu'il y a eu 1000 amendements qui ont été déposés par les groupes du socle commun. Ceci ne s'est jamais vu dans une niche parlementaire. Jusqu'alors, et vous le savez, parce que vous êtes des observateurs attentifs de l'Assemblée nationale, nous avions dans les niches parlementaires une forme de concorde sur le fait que les niches parlementaires, seul jour où on peut décider de l'ordre du jour, étaient des journées en quelque sorte sacrées, même si... Il y a eu des motions de rejet qui ont été votées. Hein, oui, mais par exemple, sur les motions de rejet, moi, lorsque je suis arrivée députée en 2017, eh bien, nous avons fait en quelque sorte un accord avec l'ensemble des groupes parlementaires pour dire que dans les niches parlementaires, il n'y aurait plus de motion de rejet. Et vous remarquerez que dans les niches parlementaires, jusqu'à maintenant, il n'y a plus de motion de rejet. Alors moi, si je mettais un petit bémol à ce que moi je suis en train de dire, c'est peut-être ce qui se passe depuis 2 ans où nous avons vu un gouvernement faire de l'obstruction sur des niches parlementaires. Ce qui était, là aussi, du jamais vu auparavant. Notamment, un ministre qui monte à la tribune et qui parle pendant 1 heure dans une niche parlementaire qui se termine à minuit, donc avec un temps limité. Mais là, on a encore franchi un seuil, puisque nous avons une obstruction qui se fait avec 1000 amendements déposés, qui sont des amendements très intelligents. Je vous en ai lu quelques-uns, mais je peux vous en relire, par exemple, changer le titre pour dire retraite à 64 ans, parce qu'ignorer la réalité, céder à la pression populiste, c'est ça être responsable, etc., etc. Dites-moi, vous l'avez déjà fait, comme ça je vais répondre en même temps. Ah oui, vous avez fait ça des dizaines de fois, vous avez trouvé ça très drôle, donc tout d'un coup on vous le refait, ça vous énerve? Alors non, pas du tout, je vais vous expliquer la différence. Parce que c'est une bonne question que vous posez. Il y a, je crois, une différence entre un projet de loi déposé par un gouvernement dans lequel vous pouvez allonger les débats et dans lequel vous devez avoir le temps de la discussion, et une niche parlementaire sur laquelle nous n'avons que de 9h à minuit exactement. Première chose. Et je vais vous dire, je pense qu'il y a une différence fondamentale entre faire de l'obstruction pour empêcher la souveraineté populaire de s'exercer, c'est-à-dire empêcher l'Assemblée nationale alors qu'elle est majoritaire pour voter la réforme des retraites, et que là aussi l'abrogation de la réforme des retraites, ainsi que dans la société, et une différence entre une grève de zèle, comme nous l'avions appelé, qui en quelque sorte poursuivait le combat qui se faisait dans les manifestations de ce pays, dans les grèves qu'il y avait à ce moment-là dans le pays, qui vise, elle, à défendre la souveraineté populaire. Il faut quand même rappeler aussi que, contrairement à ce que vous dites, si effectivement il n'y a pas eu de vote à l'époque, c'est parce que vous ne vouliez pas qu'on arrive à l'article 7 et au vote. Oui, et j'assume tout à fait qu'à ce moment-là, nous n'avions pas la majorité, c'était l'analyse que nous en faisions, des députés, et que je crois que justement les manifestations où d'un coup les députés voyaient 20 000, 30 000 personnes qui manifestaient dans leur département, dans leur circonscription, ont fait changer et évoluer des votes, et que c'est pour ça qu'ils ont dû utiliser le 49.3. Donc j'assume que nous avons donné le temps au mouvement social, au mouvement de grève, au mouvement des salariés, de pouvoir se déployer pour pouvoir battre cette réforme des retraites qui a finalement été passée en
en force. Mais juste, je sais que vous le dites avec un petit peu d'ironie, je vois des sourires dans la salle, mais ça veut dire qu'il n'y a plus de niche parlementaire qui existe. Je le redis juste. Hein. Bah si, c'est ça la conséquence de cela. Parce qu'une niche parlementaire était un moment démocratique qui est un droit, je le rappelle, qui est constitutionnellement garanti pour les groupes d'opposition et les groupes minoritaires, où vous pouviez justement aller faire voter des propositions de loi. Et je vais vous dire, si le socle commun est contre, eh bien qu'ils aillent au vote. Et qu'ils enlèvent leurs amendements, qui sont des amendements qui nous empêchent ensuite de discuter d'autres textes, comme la question de l'énergie, comme la question du consentement dans la définition pénale du viol, comme la question de l'écart des salaires maximum dans des entreprises, la reconnaissance des pénibilités des métiers dits féminisés, etc., etc. Justement, en tout état de cause, si l'examen de cette proposition de loi sur les retraites virait au bras de fer avec la perspective de ne pas pouvoir arriver au bout du débat avant la fin de votre journée d'initiative parlementaire à minuit, est-ce que vous pourriez, tout en le dénonçant, mettre fin au débat sur ce texte pour avoir le temps de débattre au moins en partie de ce qui suit? Vous avez évoqué le consentement, le blocage des prix de l'énergie, ou est-ce que vous irez jusqu'au bout sur les retraites? Vous comprenez que nous sommes la veille de notre niche parlementaire et que je ne vais pas dévoiler notre stratégie maintenant. Parce que nous avons en face des gens qui, si nous décidions l'une ou l'autre des solutions, pourraient ensuite mettre une obstruction similaire sur d'autres textes. Donc nous ne dirons pas ce que nous ferons. Mais juste, je veux insister sur un point. Même s'ils réussissent demain à ce que l'abrogation de la réforme de la retraite à 64 ans ne soit pas votée, imaginons que nous allions jusqu'au bout, ou imaginons le contraire, mais si nous allions jusqu'au bout et qu'à minuit, il restait encore plusieurs centaines d'amendements qui ne nous permettraient pas d'aller jusqu'au vote de cette proposition de loi d'abrogation, il se trouve qu'il y a d'autres niches parlementaires, qu'il y a des possibilités de reprendre un texte à l'endroit où il s'est arrêté, et qu'à un moment ou à un autre, lorsque vous avez une assemblée majoritaire pour abroger la retraite à 64 ans, et un peuple qui est toujours majoritaire pour vouloir cette abrogation, eh bien, à un moment ou à un autre, la souveraineté populaire s'exercera. Peut-être une relance de Stan et ensuite Jean-Michel et François. Pourquoi dans cette proposition de loi sur les retraites, vous avez introduit l'abrogation de la loi Touraine au risque de, disons, quelques dissensions au sein du nouveau Front populaire, au risque même que certains refusent de la voter? Alors, on l'a fait tout simplement pour qu'on soit le plus proche possible du retour de l'âge à 62 ans. Mais vous aurez remarqué là aussi que les porte-paroles du groupe socialiste se sont exprimés à de nombreuses reprises pour dire que, y compris s'il restait l'abrogation de la réforme Touraine et pas juste l'abrogation de l'accélération de la réforme Touraine, à ce moment-là, ils voteraient le texte et donc ils le soutiendraient, ce avec quoi j'ai échangé à plusieurs reprises avec Boris Vallaud. Donc il n'y a pas de souci sur cette question-là. Nous l'avons juste fait pour le rapprocher le plus possible de l'âge de 62 ans. Jean-Michel. Oui, bonjour, Jean-Michel Lamy, nouvel économiste. Emmanuel Macron a décidé de panthéoniser Marc Bloch, en référence à la défaite de 1940. Oui. Est-ce que vous y voyez une sorte de mimétisme? Et je prolonge ma question sous la forme suivante. Comme vous le savez, tous les pays d'Europe, enfin ceux qui sont près de la Russie, sont très alarmés par la perte de crédibilité de l'OTAN, à cause de Trump, etc. etc. Alors, n'est-il pas temps d'organiser à l'Assemblée nationale un débat sur la question militaire? Et j'ajoute, c'est là aussi ma question, sur l'augmentation des crédits militaires que tous les stratèges considèrent comme une nécessité dans la conjoncture ou la tragédie que l'on connaît. Alors, je vais commencer par le début de votre question. Moi, je trouve très fort que Marc Bloch rentre au Panthéon. Donc, je trouve que c'est un symbole qui est important. Et je salue par ailleurs la volonté de la famille qui poursuit son œuvre de dire qu'ils ne veulent pas de la présence de l'extrême droite sous toutes ses formes. Je cite ce qu'a dit la famille à cette cérémonie. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, sur la question OTAN. Bon, vous n'êtes pas sans savoir que nous voulons sortir du commandement intégré de l'OTAN pour pouvoir avoir une France qui est indépendante au service de la paix et qui ne dépend pas, qui n'est pas alignée sur aucune des puissances, que ce soit les États-Unis ou d'autres, en l'occurrence pour l'OTAN, les États-Unis notamment.
mais pour avoir une possibilité d'avoir une diplomatie qui est indépendante de tout intérêt de grand empire et de grande puissance. Il n'empêche que moi, je suis d'accord avec vous, je partage une inquiétude très forte sur ce qui est en train de se passer, notamment en Ukraine, avec, vous l'avez vu, des décisions très importantes qui ont été prises, dont on parle malheureusement trop peu, notamment de pouvoir tirer des missiles longue portée qui toucheraient le territoire russe, mais aussi d'avoir des mines antipersonnelles qui seraient mises à différents endroits en Ukraine, sachant que les Russes en ont eux-mêmes posé. Je rappelle que la France, notamment, a ratifié le traité contre les mines antipersonnelles, dont l'immense majorité des civils, des victimes, pardon, sont des civils. Et nous voyons se voir faire jour une forme d'escalade en Ukraine qui nous fait extrêmement peur et qui continue ce que nous disons maintenant depuis pratiquement 3 ans que la Russie a violé la souveraineté ukrainienne, qui est de dire que pour nous la solution ne sera pas militaire mais elle sera politique. Et notamment, c'est ainsi par une solution politique qu'il faut faire retrouver à l'Ukraine son entière souveraineté, mais aussi permettre de protéger la paix sur l'ensemble du continent. Et donc, j'ai demandé cette semaine, au nom du groupe parlementaire, un débat et un vote au titre de l'article 50-1 sur la question de l'Ukraine, d'autant que vous avez vu que le ministre et le gouvernement Barnier ont annoncé qu'il pourrait y avoir un déploiement de troupes françaises. Vous vous rappelez que ça avait déjà été évoqué à une autre époque, où ensuite il avait été expliqué que c'était en fait des démineurs français, ce qui n'est pas un problème, ça contribue à l'aide à l'Ukraine, mais des troupes françaises, vous comprenez qu'on rentre dans une forme de co-belligérance et donc de guerre avec la Russie qui ne nous semble pas acceptable et qui nécessite à tout le moins un débat parlementaire. Bonjour, sur votre texte sur l'apologie du terrorisme, donc la proposition de loi, on l'a découvert, elle a été déposée par vous il y a plusieurs jours déjà, on l'a découvert comme ça sur le site de l'Assemblée sans trop d'explications. Et sur un sujet aussi sensible, est-ce qu'il n'y aurait pas pu avoir un peu plus de pédagogie de votre part, c'est-à-dire de nous la présenter en amont, plutôt d'éviter qu'il y ait ce backlash médiatique que vous avez dénoncé, de devoir faire un espèce de service après-vente d'explication a posteriori, en fait. Je veux juste dire que cette proposition de loi a été déposée bien avant cette semaine. Elle est arrivée sur le site de l'Assemblée avec 30 autres propositions de loi, puisque c'est un moment, il y a eu un embouteillage sur les recevabilités, et donc elle est arrivée à ce moment-là, ce qui n'était pas notre choix particulier, et que je suis assez surprise, je commence par dire ça, que cette proposition de loi déclenche des mensonges aussi forts contre le groupe parlementaire de la France Insoumise. Je redis juste que cette proposition de loi est soutenue par Marc Trévidy, qui c'était au départ, suite à son interview, a été faite justement cette proposition de loi quand il disait qu'il faut avoir le courage de revenir en arrière, donc ancien juge antiterroriste qui avait d'ailleurs soutenu le changement de loi en 2014 et qui donc revient sur cette question aujourd'hui, mais elle va dans le sens de ce que disent des rapports de l'ONU, elle va dans le sens de ce que disait l'ancien défenseur des droits Jacques Toubon, elle va là aussi dans le sens de celui dont toute la classe politique a raison à saluer la disparition et lui a fait un hommage, Henri Leclerc, président honoraire de la Ligue des droits de l'homme, bref, et même d'ailleurs de Bernard Cazeneuve lui-même qui disait que le délit d'apologie du terrorisme était instrumentalisé politiquement. Je remarque juste ça en passant, mais il se trouve que nous avons déposé d'autres propositions de loi dont personne ne parle jamais. Par exemple, on parlait tout à l'heure de la CMP sur le PLFSS, où les sénateurs veulent faire une nouvelle journée de solidarité de travail gratuit des salariés en faveur des personnes âgées et des personnes en situation de handicap, et que nous avons par exemple proposé, en réponse à cela, d'avoir la suppression de l'actuelle journée de solidarité pour la remplacer par une journée de solidarité des actionnaires en faveur des personnes en situation de handicap et des personnes âgées, puisque ça irait dans le strict sens de ce qui est sur le partage des richesses. De même, j'ai déposé une proposition de loi cette semaine pour montrer qu'il était possible de faire des choses sur la question des licenciements économiques abusifs, notamment sur ceux qui versent des dividendes, qui reçoivent de l'argent public avec le droit de veto suspensif des salariés. Et là aussi, personne n'en a parlé. Donc, nous n'avons pas choisi que ce texte arrive à ce moment-là sur la recevabilité en ligne. C'est comme ça que ça se passe. C'est un moment, la recevabilité arrive où on prend un certain nombre de textes. Mais il est évident que ce texte a été utilisé pour
à la fois raconter des mensonges sur ce que nous disons. J'entendais encore ce matin sur une radio le fait que ça serait dans notre niche parlementaire, ce qui est absolument faux, ce qui n'a pas été dit d'ailleurs qu'une fois. J'entendais que nous voulions supprimer tout simplement le délit d'apologie du terrorisme, etc. etc. Et a été utilisé aussi comme une diversion. Et peut-être est-ce une diversion aussi pour dire que nous avons eu raison sur les mots que nous avons employés sur la question notamment du génocide en cours à Gaza, suite aux mandats internationaux qui ont été décidés par la Cour pénale internationale. Jacques et puis Frédéric. Combien de temps donnez-vous encore de durée du mariage au nouveau Front populaire entre vous, les écologistes et les socialistes? Il peut y avoir un divorce qui va arriver prochainement, notamment des socialistes, comme on l'entend. Alors moi, j'utiliserai pas le mot mariage, j'utiliserai le mot coalition autour d'un programme commun qui a fait que 193 députés ont toutes et tous été élus sur la même base d'un programme de gouvernement qui, vous le savez si vous avez regardé ce programme-là, est un programme qui a été décliné sur ce que ferait le gouvernement du nouveau Front populaire sur les 100 premiers jours. L'union que nous avons décidée, la coalition que nous avons créée, elle est basée sur ce programme. Et donc, je n'ai pas de perspective de divorce, ou je ne sais pas comment le dire autrement, tant que nous continuerons à porter ensemble ce programme. Est-ce que vous êtes favorable à l'introduction de la proportionnelle rapidement? Oui. Nous sommes favorables. D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon avait porté dans une niche parlementaire de la France Insoumise une proposition de loi sur la proportionnelle type modèle 1986, donc avec des départementales. Bonjour, Frédéric Delpech pour LCI TF1. Pour prolonger la question de mon confrère, comment vous avez analysé la prise de position de Boris Vallaud, on n'a d'ailleurs pas très bien compris nous-mêmes, concernant un éventuel accord entre tous les groupes parlementaires pour qu'il n'y ait plus de censure dorénavant après l'éventuelle chute de Michel Barnier. On a eu le sentiment que c'était une sorte de coup de canif de Boris Vallaud à l'accord du NPF. Et comment vous l'avez interprété et qu'est-ce que vous lui avez répondu ? Alors, j'ai répondu tout à l'heure à cette question, mais je le redis. Nous avons redit à Boris Vallaud que nous étions en désaccord avec cette proposition. Nous avons redit que ce que nous disons depuis le début, c'est d'avoir un gouvernement du nouveau Front populaire sur la base programmatique du programme de gouvernement, sur ce que nous ferions dans les 100 premiers jours, et qu'ensuite, c'est texte par texte que nous irions chercher des majorités à l'Assemblée, et pas le contraire. Et encore une fois, un gouvernement avec les macronistes n'existe pas. Et n'existera jamais. Vous m'avez dit tout à l'heure, en réponse à une question, qu'à la fin, tout se terminerait entre eux et nous. Eux, ce serait Marine Le Pen, et vous, ce serait Jean-Luc Mélenchon. Comment, compte tenu des évaluations du rapport de force actuel, vous pouvez imaginer un instant l'emporter? Qu'est-ce qui vous fait rêver à une solution victorieuse? Alors, comment est-ce que nous pourrions l'emporter? Eh bien... en gagnant les élections, tout simplement. Je le dis, quand je vous parlais des élections législatives, j'espère que tout le monde se rappellera dans ce pays que 27 sondages, tous sans exception, ont donné des résultats qui étaient faux. Et que les élections états-uniennes encore récemment montrent que ce ne sont pas les sondages qui font les élections. Donc, nous avons la possibilité de gagner en faisant ce que nous savons faire avec le nouveau Front populaire sur la question d'un programme clair et en allant chercher celles et ceux qui aujourd'hui ne votent plus. Et je le dis, nous sommes très inquiets d'être dans une démocratie avec une forme de démocratie censitaire où vous avez de plus en plus de gens qui ne votent pas. Et je redis que ceux qui ont sauvé la République face à l'extrême droite en juillet dernier, ce sont les jeunes, les habitants des quartiers populaires, les habitants des Outre-mer, bref, celles et ceux qui sont souvent méprisés dans ce pays et qui sont celles et ceux qui, par un sursaut civique inédit dans une élection législative, ont permis au nouveau Front populaire d'emporter l'élection. Est-ce que vous imaginez que certains aient pu voter pour le nouveau Front populaire sans tout à fait approuver son programme, mais pour faire barrage à l'extrême droite? Oui, bien sûr. Bien sûr, mais je dis juste que lorsque vous avez une présidentielle, vous avez là aussi un second tour, et que dans ce second tour, ce sont des choix qui nous ont été posés extrêmement souvent. Et qu'on pourrait tout à fait imaginer que lorsque ça sera le nouveau Front populaire contre le Rassemblement national, eh bien que du coup, ces choix se feront aussi. Mais c'est la même chose pour les macronistes aujourd'hui.
Il faut se rappeler que Emmanuel Macron disait « Je sais que beaucoup de gens n'ont pas voté pour moi et ce choix m'engage » et que derrière, il a fait exactement le contraire, c'est-à-dire passer en force des réformes les unes après les autres qui, parfois d'ailleurs, n'étaient même pas dans son programme. Frédéric. À travers votre proposition de loi sur la retraite, sur l'abrogation de la réforme des retraites, je suppose que vous souhaitez que tout Français puisse faire valoir ses droits à la retraite à 62 ans. Et donc, la question, est-ce que vous souhaitez que Jean-Luc Mélenchon fasse valoir ses droits à la retraite alors qu'il a 73 ans? Encore une question très pertinente dont je vous remercie. Il se trouve que vous savez pourquoi nous défendons le droit à la retraite et la diminution du temps de travail à la fois dans la semaine, dans l'année avec la 6e semaine de congé payé et dans la vie avec la retraite même à 60 ans, Monsieur Aziza. Nous la défendons parce que nous voulons avoir une défense d'une civilisation du temps libéré, du temps contraint qu'est le travail, du temps qui est imposé par le marché aujourd'hui. Et que hors de ce temps contraint du travail, nous souhaitons que les gens puissent faire ce qu'ils font actuellement. Vous avez 23 millions d'heures qui sont faites chaque année par des grands-parents qui gardent leurs petits-enfants et qui ne doivent pas donc passer par des liens qui sont formalisés, mais qui passent par des liens de solidarité, par des liens familiaux. Vous avez un nombre élevé, je crois que c'est 40%, sans vouloir dire de bêtises, chiffre à vérifier, de mères qui sont aujourd'hui des retraités. Vous avez aussi plus de 30% des présidents d'associations qui sont des retraités. Et donc, si nous défendons la retraite et le temps libéré du travail contraint, c'est justement pour faire en sorte que les gens puissent s'occuper de soi, qui puissent s'occuper des leurs, puissent s'occuper d'une vie associative, d'une vie militante. Et donc, votre question n'a aucun sens par rapport à ce que nous disons. C'est du travail non rémunéré. Mais vous savez que la retraite, c'est une manière justement de faire reculer le marché. On a appris hier un accord sur un cessez-le-feu au Liban. Joe Biden a salué le rôle de la France dans cet accord pour un cessez-le-feu. Est-ce que vous le saluez aussi? Et est-ce que vous considérez que ça ouvre la perspective également d'un cessez-le-feu à Gaza et dans quelles conditions? Alors évidemment, je salue l'implication de tous ceux qui ont fait qu'un cessez-le-feu soit possible, qui met fin à la souffrance du peuple libanais. Et j'espère que ce cessez-le-feu, surtout, sera pérenne, puisque c'est une question extrêmement importante. Et vous avez toutes et tous vu les images très émouvantes des Libanais et des Libanaises qui rentrent dans les villages, qui pour certains ont été détruits parfois entièrement. Mais je dois dire qu'il ne faut pas oublier qu'il nous faut un cessez-le-feu global et que le cessez-le-feu doit avoir lieu aussi à Gaza. Gaza où nous sommes dans une situation qui s'aggrave de jour en jour, avec un génocide qui a toujours cours. La Cour internationale de justice a pris ses responsabilités, la Cour pénale internationale a pris ses responsabilités. Il est maintenant temps que les États, que la communauté internationale prenne là aussi leurs responsabilités. Et là où je suis plus chagrinée par ce que fait la France, c'est que vous avez une France qui est extrêmement hésitante pour dire si elle appliquera les mandats internationaux émis contre notamment Benyamin Netanyahou par la Cour pénale internationale. Et encore aujourd'hui, il y a eu un nouveau revirement, puisque hier, le Premier ministre nous disait que la France respecterait ses engagements internationaux. Or, aujourd'hui, c'est le ministre des Affaires étrangères qui demande qu'il puisse y avoir des immunités lorsqu'il s'agit, par exemple, de chefs d'État, de chefs de gouvernement, ce qui, dans la possibilité de la Cour pénale internationale a été écarté, donc nous ne sommes pas d'accord, nous voulons que la France puisse appliquer et donc qu'elle arrête ceux contre qui sont émis les mandats d'arrêt s'ils venaient à venir sur le sol français, puisque la France doit respecter le droit international comme les 120 États qui ont ratifié ce traité, donc ça c'est la première chose. Et deuxième chose, je suis très heureuse qu'à l'Assemblée nationale nous ayons gagné une bataille qui est symboliquement très importante, celle de créer le groupe d'amitié entre la France et la Palestine. Et j'ose espérer que ce sera le prélude à ce qu'enfin la France reconnaisse l'État de Palestine pour faire avancer la paix, pour faire avancer la solution à 2 États qui est dans les résolutions de l'ONU. Et que enfin la France décidera peut-être d'un moratoire sur les armes, peut-être de suspendre l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël, ou encore de décider de sanctions à l'encontre de
Netanyahou et de l'extrême droite israélienne. Dernière question peut-être, parce que le temps qui nous était imparti touche à sa fin. Hier, la déclaration du gouvernement sur le Mercosur a été largement approuvée par l'Assemblée nationale. On sait que la France refuse en l'état l'accord tel qu'il a été négocié entre les pays du Mercosur et l'Union européenne. Alors, on a bien vu pendant les débats que ça n'effaçait pas les différences de point de vue sur la question du libre-échange. Vous êtes le seul groupe à avoir voté contre la déclaration. Pour quelles raisons ? Alors, moi, je l'avais dit au Premier ministre lorsque je l'avais rencontré la veille à Matignon. D'abord, nous considérons qu'Emmanuel Macron a une responsabilité extrêmement forte sur le point de situation auquel nous sommes arrivés, puisque c'est Emmanuel Macron qui, au pouvoir depuis 7 ans, n'a pas bloqué les négociations et fait en sorte qu'on se retrouve dans un moment où le plus grand accord de libre-échange jamais signé par l'Union européenne pourrait être ratifié prochainement, ce qui serait une aberration écologique, une aberration sociale, une aberration sanitaire et une aberration pour le modèle agricole français notamment. Donc j'avais dit dès la veille au Premier ministre que nous voterions pour la déclaration du gouvernement dans le cas où il disait qu'ils étaient contre l'accord de Mercosur sans aucune condition posée, qu'ils étaient contre cet accord de libre-échange et qu'ils refusaient que la France participe et continue de négocier sur cette question, ce qui aurait été un signal, je crois, très fort. Et je ne crois pas qu'un accord de libre-échange puisse se faire sans la présence de la France. Et que dans le cas où le gouvernement continuait, et vous l'avez dit à l'instant, à dire nous sommes contre le Mercosur en l'état, nous sommes contre le Mercosur, sauf s'il y a par exemple des clauses miroirs, ce qui a été de nouveau réévoqué hier. Les clauses miroirs, pour rappeler, c'est donc ce qui permet que des règles qui s'appliquent en France puissent s'appliquer à des produits qui viennent des pays du Mercosur. Or, en fait, ces clauses miroirs n'existent pas. Et que dans ce cadre-là, nous voterions contre. Et notamment, la Commission européenne a encore dit récemment que, par exemple, du bœuf traité aux hormones qui sont interdites en France, cancérigènes, ne pourrait pas être détecté à l'entrée des frontières de l'Union européenne et que donc les clauses miroirs n'existent pas. Donc nous sommes contre le libre-échange, point, sans renégociation, sans discussion à poursuivre. Nous voulons que la France agisse pour empêcher ce qui est une politique archaïque d'un autre siècle. Oui, Thierry, une dernière question peut-être. Ça ne peut pas évoluer. Pardon. Ben, c'est ce que je disais à l'instant. Le bœuf traité aux hormones qui était donné, qu'un exemple donné par la Commission européenne qui l'a elle-même admise, c'est une chose qui n'existait pas. En fait, vous allez vous retrouver avec une concurrence déloyale qui est dénoncée à raison par les agriculteurs. Comment voulez-vous vraiment contrôler des marchandises qui arrivent à 11 000 km de là, sur quels pesticides ils ont reçus que des agriculteurs ici n'ont pas le droit d'utiliser, sur la manière dont ont été traitées les bêtes? Vous ne pouvez pas le faire. Et je vais même aller un peu plus loin, il y a une question de sens qui est posée. Par exemple, dans l'accord du Mercosur, vous avez 180 000 tonnes de volailles qui doivent être importées vers l'Union européenne en échange de voitures qui partiraient du continent européen vers le Mercosur, donc en fait qui offrent un débouché notamment au marché allemand. Pourquoi avons-nous besoin de 180 000 tonnes de volailles? Est-ce qu'on n'est pas capable, par exemple en France, mais dans d'autres pays, de produire de la volaille? Bien sûr que nous sommes capables. Donc à un moment, quand je dis c'est archaïque et d'un autre siècle, c'est ça que nous sommes en train de poser. Et les agriculteurs ont raison de dire que les normes environnementales et sociales qui s'appliquent à eux ne pourront pas être vérifiées dans les conditions qui s'appliquent à ceux qui, par exemple, au Brésil, ont des fermes qui sont 10 fois supérieures à ce qui est la moyenne, même haute française. Donc, en fait, ces clauses miroirs sont impossibles à vérifier. Donc, c'est une poudre aux yeux qui est faite. Merci à tous. Merci Mathilde beaucoup. Panot de nous avoir accordé cette heure à la veille de votre journée d'initiative parlementaire. On verra ce qui se passe demain. Merci.